Bonjour à tous et bienvenue sur l'Orangie et Gadget. Nous sommes en mars 2009 et c'est l'épisode numéro 5, Yann a tort. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 5e épisode du Rendez-vous Tech, le podcast où on parle Internet, gadgets, technologie. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2009 et nous avons un épisode absolument fantastique à vous proposer avec tout plein d'infos du type OnLive, iPhone 3.0, Internet Explorer 8, enfin tout plein de choses super intéressantes. Et pour m'aider à vous faire ce petit rapport bimensuel, j'ai Mathieu Blanco, le très célèbre animateur de MacJT. Comment tu vas, Mathieu ? Ça va, on se remet doucement. Bah oui, j'ai vu sur ton site et dans ton podcast que tu avais 2 semaines d'absence, affligé d'une terrible maladie. C'est un anglicisme, mais on se comprend. d'une terrible grippe. Donc là, cette semaine, que les fans se rassurent, c'est bon. Je me remets tout doucement. Et cette semaine, on va se rattraper avec un épisode qui va rattraper 3 semaines de news. Quel programme merveilleux, j'attends ça avec impatience. Et on a bien sûr avec nous, comme c'est le cas depuis déjà quelques semaines pour toutes les émissions que je fais, la chatroom, c'est-à-dire qu'on est en diffusion en direct sur Ustream. Les gens qui sont dans la chatroom peuvent voir mon joli visage en vidéo et entendre Mathieu et moi-même discuter joyeusement. Et réagir en direct. Et ils peuvent réagir en direct, tout à fait. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Ouais, visiblement, ça va bien. Ouais. Salut à tous, merci d'être là. Comme vous le savez, évidemment, c'est tous les 2 lundis, enfin un lundi sur 2 à 22h. Et les liens sont donnés sur Twitter, sur le site web, enfin bref, un petit peu partout. Vous pouvez trouver les liens pour aller nous regarder et nous écouter en direct. Bien sûr, si vous écoutez l'émission en podcast classique, vous n'avez pas la chatroom, mais c'est peut-être même encore mieux parce que vous ne serez pas perturbé par toutes leurs plaisanteries douteuses. Donc ils nous ont gratifié ces premières minutes. Et je vois qu'il y a même Yann dans la chatroom qui nous vient nous écouter lui aussi, donc ça me fait plaisir de voir que tout le monde est là. Salut à tous et merci d'être là. Alors, écoutez, je pense qu'on va se lancer immédiatement, puisqu'on a un programme un petit peu chargé. Et on va commencer avec notre premier sujet qui est un truc un petit peu révolutionnaire. Pardon Mathieu, je vais te laisser en parler puisque c'est toi qui as mis le sujet dans les notes de l'émission. Vas-y, explique-nous ce qu'est OnLive. Oh, c'est vrai que quand je suis tombé sur le lien, je suis moi-même tombé un peu sur l'arrière. C'est OnLive. J'aime comme tu essayes d'être poli. Tu fais attention à ton langage. OnLive, c'est censé sortir donc fin de l'année. En hiver aux États-Unis seulement. C'est un système qui vous permet par un abonnement en fait de pouvoir jouer à quasiment n'importe quel jeu depuis n'importe quel ordi, PC ou Mac, ou même depuis votre télé, sans téléchargement, sans installation, sans rien. Vous choisissez le jeu, vous cliquez sur y jouer ou acheter, et puis vous y jouez en quelques secondes. Ça paraît assez surprenant comme ça. Alors c'est vrai que j'ai pu regarder la vidéo de démonstration avec le CEO, le PDG de la boîte, etc. Puis effectivement, ça a l'air assez surprenant au début. On se dit mais comment ils font ? Et en fait, ouais, ils ont été eux-mêmes très clairs sur cet aspect complètement invraisemblable de ce qu'ils vont proposer. Je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo. On va la mettre en lien sur les notes de l'émission, évidemment. Mais effectivement, pour expliquer en gros comment ça fonctionne, je te laisse y aller. Mais si vous avez le loisir de voir ça, c'est en anglais. Mais allez voir la vidéo, c'est impressionnant. Ah, même si on n'a pas de son, même si on parle pas anglais, rien que le voir, on avance un peu dans la vidéo, on voit la démonstration, c'est assez. Ouais. C'est pertinent, enfin, quand on le voit fonctionner, c'est assez. Alors comment ça fonctionne en fait, c'est eux qui hébergent ils ont des gros serveurs, ils ont plein de gros serveurs visiblement. Ils hébergent tous les jeux. Et en fait, quand vous êtes chez vous sur votre PC, votre Mac ou même votre télévision, vous pouvez avoir un petit boîtier. Au moment où vous choisissez un jeu, en fait, ça l'exécute
sur leur serveur à eux avec la config maximale, avec le meilleur graphisme, avec le meilleur tout. Et en fait, ça vous renvoie juste l'image via un flux vidéo en continu sur votre machine. En fait, donc, c'est comme si on avait une Xbox, par exemple. Et ben, la Xbox, elle est pas chez nous, mais chez eux. Voilà. Et nous, on a un long câble qui part de notre manette qui va jusqu'à leur serveur. Ce câble, c'est Internet. Voilà. Et eux, ils ont un long câble qui part de leur Xbox ou de leur PC qui vient jusqu'à nous. Et ça, c'est un câble vidéo. Voilà. Donc, c'est un peu... c'est comme ce qu'on fait sur Ustream en ce moment. La webcam, elle diffuse via un flux vidéo continu ton image. Et là, c'est pareil, sauf que c'est le jeu qui est lancé chez eux. Et ça renvoie juste l'image et le son. Chez l'utilisateur. Donc forcément, comme c'est qu'un flux vidéo, ça fonctionne sous Mac, ça fonctionne sous PC, c'est juste une vidéo à lire finalement, au final. Et après, ça pose, c'est vrai qu'on se dit, mince, comment ils ont réussi à faire ça, parce que peut y avoir, il peut toujours y avoir une latence au moment où tu dois, je sais pas, taper ton ennemi ou sauter pour attraper une pomme. Au moment où t'appuies sur la... J'aime les exemples. Sauter pour attraper une pomme. Dans quel jeu tu sautes pour attraper une pomme? Dans Crash Bandicoot ou dans... D'accord, ok. Excuse-moi, continue, je t'ai interrompu. Ah bah voilà, même Magic Hommage, Crash Bandicoot, Mario 4, il y a des réactions. Tout à fait, d'accord. Ouais, non, c'est vrai que la grosse question, c'est la question de la latence. Est-ce que ça sera assez rapide pour qu'on envoie l'information jusqu'au serveur et qu'il nous renvoie la vidéo suffisamment vite? En temps réel, c'est. Mais en fait, et après justement, le fait que le CIO, le PDG, ce soit j'ai plus le nom en tête, David Perlman, un truc, quelque chose comme ça. J'ai pas le nom non plus. C'est la personne qui a la naissance qui a créé QuickTime, qui a créé WebTV, qui a créé une société qui s'appelle Maevo, qui est spécialisée dans la motion capture et la modélisation 3D. Enfin, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. c'est ça qui est impressionnant en fait. Ils ont des gens très très sérieux derrière le projet, voilà. Visiblement, et ils ont surtout le soutien de très gros éditeurs. Ils ont des gens comme Electronic Arts ou comme Ubisoft qui sont déjà derrière eux, et dans leur démonstration notamment, ils montraient Crysis, qui est un des jeux les plus gourmands en ressources. Donc il faut vraiment avoir une machine très très puissante pour y jouer. Et bon, dans cette démonstration, ça tournait sans aucun souci. Alors, bon, au-delà de la question technique, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, les bêta-tests sont censés ils sont censés mettre en bêta-test en été. Donc on verra tout de suite. Donc on aura effectivement le truc, c'est qu'il y a tellement de personnes derrière ce projet, c'est qu'on pense pas, enfin ça semble difficilement possible que ça soit une plaisanterie, à moins que demain le 1er avril on ait une sorte de grosse révélation qui nous dise bah voilà, c'était une plaisanterie. Le truc, c'est que techniquement on pense tout de suite à des jeux super demandeurs en rapidité et en latence sur Internet, mais dans le principe, ce genre de jeu est tout à fait possible si ce sont des jeux un petit peu moins demandeurs, du type, je sais pas moi, les Sims ou World of Go, World of Go, voilà, qui sont des jeux tout à fait possibles à faire. Même aujourd'hui, techniquement, ça serait possible. Leur truc très fort, c'est qu'ils rendent des jeux, même très très demandeurs, possibles aussi. En théorie. Je pense que ça va être ça, même si nous, depuis la France ou même aux États-Unis, si on n'a pas une grosse connexion et que Crysis marche pas, un jeu, on nous dit Pac-Man ou le démineur sur la chatroom, un jeu comme World of Goo ou d'autres, ça tournera à mon avis sans problème. Et en fait c'est génial parce que plus besoin d'acheter une console qui fait 4 kilos ou machin pour le brancher à sa télé. On a juste un tout petit adaptateur qui fait un peu plus gros qu'un paquet de cartes, juste pour décoder un flux vidéo, puis ça vous fait une console de jeu où vous n'avez pas besoin de la mettre à jour, pas besoin de l'acheter tous les 2 ans. Donc à mon avis, c'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort, c'est que si on le fait sur PC, n'importe quel petit PC d'il y a 5 ans, enfin peut-être un peu moins, mais d'il y a 3 ans, peut faire tourner un truc comme ça. Et on n'a pas besoin de rajouter une nouvelle carte graphique quand les jeux deviennent plus voilà, puissants. C'est eux qui s'embêtent avec leur serveur derrière, avec leur parc à gérer tout ça. Donc, à mon avis, et effectivement, il y a
Yann qui est dans la chatroom nous fait des plaisanteries du type des mineurs, etc. parce que lui ne croit pas du tout à cette technique de client léger. Mais là, c'est l'avantage ultime du client léger si ça fonctionne, encore une fois, parce que on n'a plus à se soucier de rien du côté matériel pour mettre à jour son PC ou acheter une nouvelle console, ni du côté de des fournisseurs de jeux, des développeurs, parce que pour eux, ça leur permet de mettre à jour le jeu instantanément pour tout le monde, mais aussi de faire une parade absolue à un gros problème qu'ils ont en ce moment, qui est à la fois du piratage et en même temps de la revente de jeux d'occasion, qui est pour eux un des gros ceux dont ils se plaignent beaucoup, ils disent c'est une perte de source de revenus. Bon, ça c'est discutable, mais en tout cas ça réglerait cette question immédiatement. Ça règle aussi le problème des mises à jour. Je veux dire, quand on achète un jeu sur je sais pas, sur PS3, sur Xbox ou sur Nintendo Wii, il n'y a pas de moyen de le mettre à jour. Une fois que le jeu est pressé. S'il y a un bug dedans, il y a un bug dedans. Enfin, il y a des moyens de les mettre à jour avec des patchs maintenant sur les disques durs, avec les nouvelles machines, mais bon, c'est quand même une infrastructure particulièrement lourde. Et puis ça évite de porter le jeu 4 fois, comme par exemple, je sais pas, un jeu les GTA par exemple, à chaque fois qu'ils portent le jeu de console à PC par exemple, c'est une catastrophe à chaque fois. Donc ça évite aussi ces problèmes de portage et de reprogrammation du jeu à chaque fois sur chaque live. En fait, ça règle beaucoup de problèmes. En fait, ça règle tellement de problèmes que encore une fois, si c'est vrai, moi je pense que c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Mais si c'est vrai, l'industrie du jeu vidéo s'en trouve totalement transformée du jour au lendemain. Le jour où ce service est mis en activation, le monde du jeu vidéo est totalement révolutionné, mais en quelques heures, quoi. Le jour où ça commence, c'est terminé, plus rien ne se passe comme ça se passait avant. Et franchement, j'ai tendance, mes amis savent que j'ai tendance à m'enthousiasmer pour des choses de ce type-là et à faire des hyperboles interminables. Mais là, vraiment, je pense que tout le monde est d'accord. Si ça fonctionne comme ça, c'est la plus grande révolution pour le monde de l'informatique depuis très longtemps. Et je dis le monde de l'informatique parce que ça s'applique aux jeux aujourd'hui. Mais il est tout à fait imaginable que ça s'applique à beaucoup d'autres choses aussi, des applications lourdes, enfin bref. Allez voir la vidéo en question. Ce qu'ils font avec les flux de vidéo, par exemple, ils peuvent vous montrer sur la page d'un jeu qu'ils vous proposent, ils vont vous montrer les flux vidéo de personnes qui sont en train d'y jouer, parce qu'ils peuvent retransmettre ces flux d'un endroit à l'autre sans aucun problème, et sans le problème du scaling, de l'ampleur que ça peut prendre s'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, pour eux a été résolu par ces moyens techniques qu'ils ont mis en œuvre. Enfin, on va pas en parler pendant 2 heures parce que on pourrait en parler pendant toute l'émission, mais c'est véritablement impressionnant comme système. Et c'est vrai qu'on peut juste être sceptique sur la latence et attendre de voir comment ça se passe, mais c'est le seul point sur lequel on peut attendre quelque chose qui se passe mal, mais tout le reste c'est génial. Et c'est vrai que si ça fonctionne, ça va devenir ce qu'est l'iTunes Store pour la musique, mais pour le jeu vidéo. Voilà, ouais, c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, tu fais bien de dire que on est un peu sceptique pour la latence pour certains jeux, comme on en parlait, mais il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est que la majeure partie des jeux, ou en tout cas une grande partie des jeux, c'est des jeux très casual, des jeux faits pour les gens qui ne sont pas des gros joueurs, comme le prouve la Nintendo Wii ou la Nintendo DS. Et là, ça donne accès. Enfin, avec ce système, tout ça fonctionne sans aucun doute. Il y a personne, je pense, qui remet en doute cette partie du système. Donc ça va arriver, c'est certain. Le truc, c'est qu'ils sont très dépendants de l'infrastructure et de la latence, et ça, bon. Enfin, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Moi aussi, de voir les bêta-tests et. Ouais. Et Yann nous dit dans la chatroom, ce qui est vrai, c'est qu'on peut se connecter avec le bureau à distance ou Windows et ce genre de choses. C'est vrai, mais je sais pas si c'est pas exactement la même chose parce qu'ils transmettent pas exactement la vidéo. Et là, ils transmettent la vidéo de n'importe quoi et les calculs sont faits sur l'autre ordinateur. Donc, quelle que soit la complexité de l'image qu'ils veulent vous transmettre, ils pourront le faire. Enfin bref, là ça devient un peu technique. On va s'arrêter là. Mais quelqu'un d'autre, c'est Alges là dans la chatroom qui dit Dell va faire faillite. Peut-être ça, ils fabriquent aussi des serveurs.
C'est vrai, mais le truc, c'est que ça pose véritablement une énorme question aux fournisseurs de matériel de l'industrie. Là, on pense à Dell d'une part, mais aussi à Intel et à Nvidia et à ce genre d'acteurs. Évidemment, ils devront fournir du matériel pour les serveurs de ce type de service. Et on ne dit pas que toute l'industrie va disparaître. Du jour au lendemain, il y aura toujours des gens qui voudront un vrai ordinateur chez eux ou une vraie console chez eux. Mais ça risque de réduire une partie de cette demande de manière significative, quoi. Donc, bon, il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus. Mais ça peut, si ça fonctionne, pour moi, c'est un peu une des directions du futur de l'informatique, c'est-à-dire une petite boîte et puis tout est calculé ailleurs. Complètement, oui, oui. Et ça peut. La fibre optique et toutes ces technologies de transmission à haute vitesse par fibre optique ou par autre moyen, ça peut encore plus aller dans cette direction. Oui, oui, mais complètement. Une fois que le système est en place et marche plus ou moins, ensuite, à chaque fois que l'infrastructure, au fur et à mesure que l'infrastructure s'améliore, leur système s'améliore avec. Il y a de plus en plus de choses qui sont possibles. Aujourd'hui, on est à la frontière de la possibilité avec les jeux qui sont très demandeurs en puissance, et en puissance et en latence. Mais on n'est pas si loin de la fibre optique pour tout le monde qui fera que ça ne posera plus de problème du tout, que ce système n'aura plus de limites ou presque. Bon, il y a plein de détails techniques dont on pourrait parler, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Encore une fois, je vous encourage à aller voir la vidéo si cette histoire et ce sujet vous intéressent. Je pense qu'on va peut-être intituler cet épisode « Yann a tort ». Et en plus, il n'est pas là pour se défendre, donc c'est parfait. On va passer à un autre sujet que je vais laisser à Mathieu, puisque c'est sa spécialité avec MacJT. C'est le sujet de l'iPhone 3.0 qui a été présenté la semaine dernière par Apple. Le copier-coller. Alors déjà, peut-être explique aux gens ce que c'est que le 3.0. C'est quoi ? C'est un nouvel iPhone ? C'est de quoi il s'agit ? Alors en fait, il s'agit simplement du système qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone. C'est-à-dire que comme il y a eu Windows 95, Windows 98, Windows ME, comme j'aime l'appeler, il y a eu l'iPhone 1.0 qui est sorti avec l'iPhone première génération, celui-là qui coûtait 400 €. Avec l'iPhone 3G, il y a eu l'iPhone version 2. Donc le système 2.0, ouais. Voilà, et donc là, ils vont sortir en juin. Ça, c'est toujours la manie d'Apple, c'est dire juin, donc ce sera certainement vers la fin juin. L'iPhone OS 3, et donc là, presque tous les utilisateurs d'iPhone brancheront leur iPhone à leur ordinateur pour se synchroniser, et iTunes leur dira, il y a une nouvelle version du système, voulez-vous patienter 40 minutes ou 1 heure pour mettre à jour le système entier de votre téléphone et bénéficier de moult nouveautés. Alors justement, ça nous apporte quoi l'iPhone 3.0 ? Alors l'iPhone 3.0 côté utilisateur, il y a une sympathique liste de le copier-coller. Le copier-coller enfin après 2 ans de sortie. Moi j'avoue que le copier-coller, je l'attends pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est le truc que demandait tout le monde et que tous les téléphones du monde ont, et Apple nous fait patienter 2 ans pour avoir cette fonctionnalité de base. Il y a eu beaucoup de railleries à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est pas la seule chose qu'ils vont amener. Mais c'est vrai que quand j'ai pu utiliser mon iPhone durant 1 an et demi, le copier-coller, j'en ai pas franchement eu besoin. Je me suis toujours demandé à quoi, mais bon. Oui, mais toi, c'est une fonction assez basique. T'es un fan d'Apple, donc quand toi tu le dis, on se dit ouais, il dit ça parce que c'est un fan. Mais quand tu veux copier-coller du texte, mais pour le coller où ? J'ai jamais. Ah mais je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Donc. Mais c'est vrai, le copier-coller, c'est vrai que quand on leur a demandé pourquoi ils avaient mis autant de temps à intégrer le copier-coller, on a eu une réponse pour des raisons de sécurité et d'intégration. Bon, alors c'est une réponse à la Apple. Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit le copier-coller, comment il a été fait dans l'iPhone OS 3, c'est vrai qu'il est plutôt très bien fait. C'est pas du copier-coller, c'est pas du copier-coller comme on le connaît dans Symbian OS sur les Nokia ou dans Windows Mobile. C'est vraiment très très pratique. Il y a des options de zoom, il y a des options de gesticulation. Donc bon, ils ont pris le temps, ils l'ont fait, mais ils l'ont bien fait. Admettons. Il y a enfin aussi visiblement le support des MMS. Donc ça c'est. Là, moi non plus, ça me manque pas beaucoup, mais bon, ok. En même temps, quand on voit la taille des photos des MMS sur l'écran d'un iPhone OS, c'est vrai que ça servira. Enfin,
Ouais. Oui, on est Et puis en plus, on pouvait déjà les consulter quand on recevait un MMS sur l'iPhone, on recevait un SMS avec un lien vers le site d'Orange qui permettait de le consulter. Donc bon. Il y a plein d'autres. En fait, c'est des petites nouveautés côté utilisateur. Il y a l'enregistrement numérique, il y a un enregistrement de mémo vocal. Vous avez les modes paysage pour le clavier un peu partout. Il y a pas mal, il y a pas mal de petites nouveautés comme ça un peu partout pour l'écran d'accueil, etc. Le Bluetooth en stéréo pour avoir des écouteurs sans fil stéréo. Voilà, par exemple. Donc c'est toutes les petites, j'ai envie de dire features, mais toutes les petites fonctionnalités utilisateurs. Ouais. Et côté. Moi, Ouais. Vas-y. Je crois que tu vas venir à ceux dont je veux parler, donc je te laisse y aller. C'était le côté pour les gens qui développent. Donc là, ils ont annoncé 1000 nouvelles API, c'est-à-dire 1000 nouvelles fonctions que les développeurs vont pouvoir utiliser, notamment avec le GPS. Donc là, on va sans doute voir arriver très rapidement des logiciels TomTom ou Navteq sur l'iPhone. Un nouveau kit de développement avec plein de nouvelles options, donc on risque encore de voir des applications encore plus hallucinantes sur l'iPhone. Et il y a aussi pardon, je t'interromps parce que j'aimerais venir à ce point qui me paraît essentiel. Je suis en train de c'est le paiement récurrent ou supplémentaire à l'intérieur des applications. Ouais, alors ça veut dire qu'en fait, quand j'achète un jeu sur l'iPhone, je suis dans mon niveau machin, et si dans le jeu, à l'intérieur du jeu, je veux une arme plus puissante, le développeur a la possibilité de me la faire acheter. À l'intérieur du jeu, ouais. Voilà, à l'intérieur même du jeu, je peux dire, bah voilà, je saute, j'attrape mes pommes, et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, je veux un lasso ou un filet pour attraper mes pommes plus facilement. Et ben l'application pourra me la proposer pour X euros. Et là, pareil, il y aura le système de partage 70-30, c'est-à-dire 70% pour le développeur, 30% pour Apple, si je ne me trompe. Tout à fait, ouais. Donc oui, si t'es dans un jeu où t'es poursuivi par moi j'ai des fantasmes un petit peu différents des tiens, toi qui attrapes des pommes. Moi je suis poursuivi par des zombies. Je suis à court de munitions et j'arrive près de la caisse où il y a l'énorme fusil à pompe et je me retrouve coincé avec tous les zombies. Il y a un fusil à pompe, je clique dessus et ça me dit voulez-vous acheter le fusil à pompe pour 1,99 €? Et là évidemment je dis oui parce que faut bien tuer les zombies avec quelque chose. Exactement. Donc ça c'est un truc qui est vraiment intéressant. Bon, on plaisante avec ces histoires de jeux, mais c'est vrai que ça ouvre pour les développeurs des possibilités très très intéressantes. Et par exemple rajouter des niveaux à un jeu pour une certaine somme, ou ajouter des fonctionnalités à un logiciel. Ou par exemple, disons que vous achetez un logiciel de GPS, et ben vous êtes en voyage en Italie et vous n'avez pas la carte de l'Italie, et ben vous pouvez cliquer machin dans l'application, et au lieu de devoir passer par l'iTunes Store à la base et de devoir acheter une nouvelle application, vous pouvez simplement ajouter la carte de l'Italie à votre application existante. Ça offre des possibilités vraiment intéressantes pour les utilisateurs, et ça peut aussi impliquer des paiements récurrents. Genre vous êtes abonné pour $1 ou €1 par mois au site du Monde. Je dis ça comme ça, hein, c'est un exemple, mais vous êtes abonné au site du Monde pour $1 par mois, et voilà, tous les mois vous pouvez avoir vos infos comme ça. Une note importante à signaler, c'est que les applications qui sont gratuites à la base ne peuvent pas ensuite vous demander de l'argent. La seule application qui peut vous demander, enfin les seules applications qui peuvent vous demander de l'argent sont des applications qui sont déjà payantes. Donc ça c'est important de le signaler. Et la dernière chose qui moi m'a vraiment marqué, tu me diras si ça t'a marqué aussi Mathieu, c'était la question du lien en P2P entre les téléphones. C'est-à-dire qu'entre les iPhones, on va pouvoir établir un lien en Bluetooth ou en Wi-Fi entre différents téléphones pour échanger des informations, ça va être à mon avis, je le sens très bien. On va pouvoir s'échanger des cartes de visite, des fichiers texte, mais à mon avis, pas de la musique ou des trucs comme ça. De la musique sans doute pas, mais par contre là où ça devient intéressant, c'est on peut imaginer des jeux par exemple où on jouerait à 1, 2, 3, 4, ce que c'est,
Et connaissant Apple, le truc c'est que t'as pas besoin de ce système de discovery avec le Bluetooth, avec le réseau Bluetooth. C'est-à-dire que t'as pas besoin de dire je voudrais savoir quels sont les gens à côté de moi et d'attendre 5 minutes qu'ils voient qui sont les gens à côté. C'est que surtout connaissant Apple, tu appuies sur un truc, tu dis là je voudrais jouer avec des gens, est-ce qu'il y en a à côté de moi? Paf, en 2 secondes ça y est, tu te connectes et t'es en jeu. Et ça ouvre également, de la même manière que les paiements dans les applications ou les paiements récurrents, des possibilités très très intéressantes pour les développeurs. Et c'est plutôt enthousiasmant, là encore. C'est quelque chose qui risque de changer un petit peu la donne au niveau de l'utilisabilité de l'iPhone. Le paiement récurrent, c'est déjà bien qu'ils mettent, comme dit, déjà des règles. Une application gratuite ne peut pas vous demander de payer par la suite. Mais j'espère que ça va quand même être vachement encadré. Parce que il faut, oui, c'est sûr. Si j'imagine un jeu ou quelque chose comme ça, ou surtout que l'iPhone à 99 € ou je sais pas, le nouveau modèle qui va sortir au milieu de l'année. Si maintenant, je sais pas si c'est à 99 €, c'est assez accessible, donc ça peut même être payé par le papa, la maman, etc. Si vous vous retrouvez à la fin du mois avec un gamin qui a joué, qui joue toutes les nuits à acheter des nouvelles armes, etc., et juste à valider avec un mot de passe ou des choses comme ça, j'espère qu'il y aura quand même des limites, des restrictions. Bon, j'ai vu aussi. C'est sûr, mais c'est déjà le cas avec les SMS, les SMS, etc. Enfin, les factures gonflent comme ça déjà, donc. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est vrai que ça ouvre des super possibilités. Comme dit, je suis en Italie, j'achète la carte de l'Italie en direct. J'ai pas besoin de rentrer chez moi, de le brancher, de me taper le logiciel du GPS qui est toujours mal foutu. Ça ouvre plein de possibilités comme ça, mais c'est vrai que ce truc où tout devient payant, même à l'intérieur du jeu, ou si on veut acheter des objets, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Moi, ça me fait un peu bizarre quand on me dit dans les Sims, si tu veux un joli canapé Ikea, faut le payer. Enfin, c'est. Oui, bon, j'ai toujours trouvé ça assez spécial dans les jeux vidéo. Autant une fonctionnalité, quelque chose, je sais pas, j'achète un logiciel qui déforme ma voix, qui me propose une fonctionnalité rigolote. Une voix en plus, ouais. Voilà, et qui, si je veux avoir des fonctionnalités, une voix en plus, ou un logiciel de traitement de photos avec plus d'options, je paye. Ok, mais alors un truc virtuel dans lequel il faut en plus payer pour être le plus fort. Bon, ça c'est vrai que c'est un autre débat. Ça me laisse un peu. Oui, qui fait rage d'ailleurs dans le monde des jeux en ce moment. C'est une grande question, mais bon, je pense qu'on n'y répondra pas aujourd'hui, donc on va passer à autre chose. Tiens, petite info comme ça en passant, Skype va sortir sur iPhone. Et à noter qu'il sera possible de chatter même quand on est sur le réseau de téléphone cellulaire, mais il ne sera possible de passer des appels que quand on est dans le réseau en réseau Wi-Fi. Alors ça, c'est que sur iPhone. Les intérêts. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ça, ils ont dû le concéder parce que... Tout à fait, les fournisseurs, enfin les opérateurs téléphoniques voulaient pas qu'on puisse passer des appels gratuits. Étrangement. Oui. Bon, en même temps, il va falloir qu'ils s'y fassent, hein, mais bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, Skype sur iPhone, ça arrive cette semaine, si je ne m'abuse. Je crois que c'est le mardi, c'est demain, je crois. Ouais, possible. Info suivante, la sortie très attendue d'Internet Explorer 8. Je suis sûr que toi, ça a changé ta vie, Mathieu. Toi qui es sur Mac. Non, mais j'ai mon PC qui est juste à côté. Hein. C'est pour ça. D'accord. Tu l'as testé IE8 Je l'ai pas testé sur mon ordi parce que parce que tu y tiens. Oui, parce que j'y tiens. c'est à chaque fois la même chose. J'y tiens et j'attends qu'il soit dans le Windows Update. Mais j'ai pu rapidement le tester en étant malade, donc déjà l'enthousiasme de tester Internet Explorer en plus en étant malade. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, même s'il est toujours à la traîne, toujours un peu à la ramasse par rapport aux autres, enfin ils ont fait quelque chose un petit peu plus respectueux des standards, avec qui navigue à peu près correctement, avec des petites options qui va un petit peu plus vite, ouais. Voilà. Bon, ça supporte pas encore le test ACID 3, mais... Oui, mais ça, c'est quand même beaucoup lui en demander. Non, mais c'est vrai que moi, personnellement, je vais pas quitter Firefox ou Google Chrome, mais Internet Explorer 8, il commence, enfin, il est correct, quoi. Il fonctionne bien, il est rapide, il est acceptable, disons. Il est pas encore, pour le moment, il faut aller le télécharger activement. Il est pas mis à jour automatiquement sur tous les PC, donc vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas encore. Je recommanderais pas forcément aux gens d'aller le chercher si vous n'êtes pas un accro du test de la dernière version dès qu'elle sort. Mais bon,
c'est quand même un truc qui est sympathique. Puis il y a des fonctions marrantes, genre les web slices qui sont des petites bouts de pages internet que vous pouvez afficher. Enfin, vous avez une barre spéciale. Apparemment, la chat room n'a plus l'image et le son. C'est un peu bizarre. Ah non, moi j'ai bien. Je vais voir. Ah, tu l'as ? D'accord. La chat room, est-ce que vous avez encore l'image et le son ? Je ne sais pas. Ben moi, je l'ai pourtant. Bon, on va voir. Donc, les web slices, vous avez une barre en haut à côté de vos favoris et vous pouvez amener des petites parties de pages web qui ont été spécialement designées pour ça. Et ça vous permet de voir cette page web, enfin ce petit bout de page web, sans avoir besoin d'y aller et de changer votre page. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes en train de regarder votre journal favori, vous pouvez directement aller voir votre web slice météo. Et vous la verrez s'afficher. Excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes explications. Ça s'affichera directement en cliquant sur le bouton sans que vous ne quittiez votre page web que vous êtes en train de consulter. Bref, c'est un petit truc en plus qui est pas inoubliable, mais qui est un petit truc sympathique. Pareil, il y a des accélérateurs qui vous permettent de faire des recherches plus rapidement avec un clic droit, des recherches que vous avez assigné. Enfin bon, bref, le bottom line, ça y est, je fais des anglicismes, je me transforme en Jeff. La conclusion de ça, c'est que Internet Explorer 8 est sorti, il est pas mal. Pour moi, il est toujours moins bien que les autres, mais il devient correct. Voilà, et puis ce sera toujours mieux que Internet Explorer 6. Ah oui, alors ça c'est sûr que on est d'accord là-dessus. iPredator. Le nom qui fait peur. Ouais. C'est quoi iPredator ? C'est toi qui en as parlé aussi, alors je vais te laisser y aller. iPredator, c'est je vais lire simplement ce que j'ai écrit, le futur réseau anonyme de The Pirate Bay. C'est-à-dire que donc face à la fameuse loi Hadopi, qui d'ailleurs s'est pris une belle volée à l'Assemblée européenne, un beau retour, The Pirate Bay a déjà mis en place la contre-attaque. C'est-à-dire qu'ils vont proposer, à côté de The Pirate Bay, c'est-à-dire un autre site qui s'appelle donc iPredator, un réseau... entre parenthèses, iPred, c'est Intellectual Property Rights Enforcement Directive, qui est le nom de cette loi suédoise, voilà. Qui est un petit peu l'équivalent de la DOPI, quoi. Et donc, c'est combien ? C'est 5 € par mois, je crois, c'est ça ? Quelque chose comme ça, ouais. Moins de 5 € par mois. En fait, on a accès à un VPN, c'est-à-dire un réseau privé. Voilà, un réseau privé virtuel en français, on va pas faire d'anglicisme. Et donc, à partir de là, quand vous êtes dans ce réseau privé virtuel, tout ce que vous échangez est encapsulé et crypté. C'est-à-dire que toutes les données... absolument impossible à traquer, quoi. Voilà, donc déjà, comme c'est un réseau privé virtuel, on peut pas, on peut pas le voir de l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut pas voir non plus ce qui est échangé, qui échange quoi avec qui, vu que tout est crypté. On va le résumer comme ça, tout est crypté. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est déjà fait pour contrecarrer les lois du type Hadopi, qui ne sont même pas encore sorties. Donc c'est déjà une contre-attaque qui est... Enfin, là non plus, on ne va pas y passer 2 heures. C'est encore une preuve supplémentaire que cette loi et ce type de mesures sont ça s'attaque uniquement au réseau, ça s'attaque uniquement au partage de fichiers via les réseaux du type Emule ou WeDonkey. Voilà. Ce qui fait que tous les oui. Non, mais c'est-à-dire que même ceux-là risquent de pouvoir s'adapter. Je veux dire, c'est la chose qu'on disait déjà. Plus on va pousser ces gens-là dans la répression et dans l'illégalité, comme c'est le cas aujourd'hui, mais je veux dire, plus on va réprimer, et plus les réseaux vont évoluer et devenir plus difficiles à traquer. Et là, c'est un exemple qui est frappant que fait The Pirate Bay déjà, qu'ils mettent déjà en place. Voilà. Donc, en plus, visiblement, ça fonctionne déjà. Ils sont en train de passer, je crois qu'ils ont passé les phases des bêta-tests. Donc, en même temps, c'est qu'un réseau privé virtuel. Après, il y a juste l'infrastructure à mettre en place derrière, et je pense qu'ils ont assez les moyens pour ça. Oui, c'est sûr. Oui, tout à fait.
Donc voilà, ça c'était iPredator du réseau de The Pirate Bay. On va passer à Facebook. Alors, comme on le disait il y a 2 semaines, Facebook a fait un nouveau look pour sa page d'accueil, enfin pour les pages pour tout le monde, qui était censé rapprocher un petit peu le type de mise à jour de ce qui existe sur Twitter. Vous inquiétez pas, on aura notre quart d'heure Twitter un petit peu plus tard. Mais il se trouve que c'est une catastrophe. La mise à jour qui a... Moi, personnellement, étant donné que j'aimais pas tellement Facebook et que j'aime bien Twitter, je suis plutôt content de cette mise à jour. Mais je pense que je suis à peu près le seul parce que il y a 95% des utilisateurs de Facebook qui n'aiment pas ce nouveau look. Bon, alors c'est toujours un petit peu délicat de juger ce genre de chiffres parce que... Les gens qui ne sont pas contents sont ceux qui vont s'exprimer. Donc, voilà. À chaque fois qu'il y a ce type de changement, on a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Mais même dans ces conditions, 95%, c'est un chiffre c'est énorme quoi. Ouais. C'est vraiment un chiffre énorme. Cette mise à jour, elle est, elle a été vraiment... C'est une mise à jour commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, le but de mettre cette page d'accueil de cette manière, c'était pour donner plus de visibilité aux groupes, aux pages, aux pages commerciales, aux choses, aux produits auxquels on devient fan, qui mettent à jour leur profil. Et c'est vrai que les gens... moi, on a des pages de fans. Moi, une page de fan de French Spin. Toi, t'as une page de fan de MacJT. C'est plutôt bien pour nous. C'est plus facile. Ouais, c'est génial. C'est vrai que maintenant, quand je mets un truc, ça apparaît dans la page de tous les gens qui sont fans de MacJT. Mais c'est vrai les gens étaient habitués. Et c'est là où je trouve que je comprends pas pourquoi ils disent que ça ressemble maintenant plus à Twitter, parce que pour moi c'est l'inverse. Je veux dire, avant, quand t'allais sur Facebook, t'avais un flux d'actualité en continu de tout ce que faisaient tes amis. Dès qu'il faisait quelque chose, t'avais la ligne et ça te disait, il vient de rajouter des photos, il vient de se faire larguer, lui il vient de machin. Moi je trouvais ça infernal, c'était ingérable quoi. Tu suivais rien du tout, c'était un dépotoir à tout. Tu pouvais aussi avoir les onglets pour avoir un panaché si tu préférais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui adoraient avoir ce flux d'informations continu pour être au moindre fait et geste de leurs amis, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ont plus rien. Moi, durant 2 jours, ma page Facebook, elle a pas bougé. J'ai eu aucune info de mes amis. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas d'amis, Mathieu. c'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte que ça apparaissait sur le côté entre des pubs et des groupes que mes amis avaient. Et c'était absolument pas personnalisable. Je veux dire, il y avait des groupes sur le côté auxquels mes amis étaient devenus fans. Je veux dire, j'en avais strictement rien à faire. Il y en avait même une qui me dérangeait parce que c'était le groupe des gens qui étaient contre les tests sur les animaux, et la photo était à mon sens dégueulasse. Je pouvais pas le supprimer, je me suis tapé la photo durant une semaine. Je veux dire, rien pour une fois dans Facebook, tu pouvais rien personnaliser. Ça t'invite à contacter ton ami et à lui dire, écoute, je n'aime pas ce genre de photos, ça aide à la communication. Enfin bon, quoi qu'il en soit, effectivement, les gens ont l'air d'être plutôt d'accord avec toi puisqu'ils n'aimaient pas du tout ce nouveau système. Et Zuckerberg, donc Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, a fini par céder et il a dit qu'il allait revenir un petit peu en arrière. Il va y avoir quelques changements qui vont permettre un petit peu plus de personnalisation. Ils vont rajouter juste ces fonctions-là, visiblement. Ils vont juste rajouter la fonction flux en continu et personnalisation du côté des... Enfin, juste les 2 trucs qui manquent, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, espérons que ça plaise. C'est maintenant, d'ici quelques temps que ça va arriver. Mais ça fait quand même pas mal de fois qui font des mises à jour et qui se prennent un tollé à chaque fois. C'est vrai. Et souvent, ils reviennent en arrière. Donc, c'est une méthode un petit peu, on y va et puis on revient en arrière. Et, on n'a pas trop l'impression qu'ils savent où... Ouais, on sait qu'ils y vont, mais... on sait pas trop s'ils ont une idée vraiment de... Ça a donné en fait... Ça a donné lieu à un grand débat dans la presse et dans les podcasts technologiques, justement de savoir s'il avait tort de revenir en arrière ou s'il aurait dû persister, parce que c'est vrai que les gens sont jamais contents. Oui, avec l'exemple de la Porsche et de la Volvo et des trucs... Mais ça, c'est vrai, par contre. Exactement. Ça, c'est totalement vrai. Je veux dire, si c'était l'exemple qu'on reprend, si Porsche met à écouter ses clients, ils font des Volvo à la fin. Mais c'est vrai que quand il y a 80... En rajoutant ceci, cela... Mais bon, c'est vrai que quand il y a 95% de gens qui sont pas contents, là, il faut peut-être commencer. Au-delà de 85%, là, faut quand même se poser des questions. C'est vrai.
Info suivante, la fondatrice de Flickr, enfin l'une des fondatrices de Flickr, qui est le site de partage de photos aux États-Unis, en France peut-être un petit peu moins, mais aux États-Unis c'est très 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 populaire. Elle lance un nouveau site bientôt qui s'appelle Hunch. Alors Hunch en anglais ça veut dire comment le traduire? J'ai pas préparé. Non. Hunch ça veut dire j'ai une idée, j'ai une intuition, j'ai une idée que peut-être je devrais faire ça ou peut-être que ça va marcher. Et c'est le nom de son nouveau site, et c'est un site qui vous aide à vous décider sur quelque chose. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce truc, Mathieu. J'ai découvert ça en lisant le programme. D'accord. J'essaie de m'inscrire, mais j'ai pas été invité. Moi, j'ai été invité là, donc je verrai si jamais j'ai d'autres invites bientôt. J'en ferai profiter les gens, évidemment, les gens du rendez-vous tech. Et en fait, vous lui posez une question. C'est un truc qui cède des. Oui, il y a quelqu'un qui me dit à tes souhaits, Patrick, quand je dis hunch, c'est gentil. Et donc, c'est un truc qui cède des réponses des utilisateurs, mais en gros, vous posez une question et il va vous poser des questions en rapport. Par exemple, vous dites est-ce que je devrais passer au Mac, et il va vous poser des questions du type est-ce que votre boulot vous demande d'utiliser Microsoft Outlook? Là vous répondez oui ou non, puis il vous dire est-ce que vous devez faire ceci ou faire cela, et au bout du compte il va vous dire moi je pense que vous devriez je réponds oui à votre question à 50, 60, 70, 80%, ou alors non à 50, 70, 80%, il vous dit en gros pourquoi. Donc c'est vraiment un système d'aide à la décision qui est très organique parce qu'il évolue avec les réponses des utilisateurs et il s'enrichit avec les réponses des utilisateurs, et c'est très facile de railler ce système en disant ouais mais voilà c'est un truc pour les imbéciles qui savent pas comment prendre leurs décisions. Moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir là-dedans parce que ça peut vous donner des informations et vous poser des questions auxquelles vous pensez pas forcément. Donc surtout que je l'ai pas c'est comment dire, c'est les utilisateurs aussi qui peuvent rajouter des questions au formulaire, et si leurs questions sont populaires, ils montent en grade. Enfin, il y a tout un système participatif. Oui, c'est vraiment assez hallucinant. C'est le user-generated content, le contenu généré par les utilisateurs, qui est une des grandes forces du web aujourd'hui et du cloud, du grand nuage un petit peu éthéré qui fait le travail pour nous, quoi. Donc bon, c'est un truc à surveiller. Moi, j'ai eu l'invitation là tout à l'heure, donc j'ai pas encore eu le temps de tester, mais je vous tiendrai au courant à propos de ce truc. On a la traduction officielle du Robert et Colin de Hunch. Ah. Pressentiment, intuition, to have a hunch that, avoir comme une petite idée que. Merci Magico. Et comme quoi, vous voyez, la chatroom, c'est super utile, effectivement. Alors, donc, le quart d'heure Twitter. Le quart d'heure Twitter. Je me suis mis doucement. C'est vrai. J'ai vu que tu faisais un petit peu de tweet depuis quelques temps. Il faudrait une petite musique pour le quart d'heure Twitter, d'ailleurs. Ouais. Tu peux pas nous faire un petit truc là Je dois avoir des sons dans GarageBand qui s'approprient bien, ça. Le quart d'heure Twitter. Donc, Twitter a presque annoncé son business model. Presque, peut-être, on ne sait pas vraiment. En tout cas, oula, j'ai un écho là. En tout cas, ils sont sur le chemin du business model, du moyen de faire de l'argent. Et ça serait a priori un modèle freemium. Ce qui s'appelle freemium, c'est le mélange entre free et premium. La partie gratuite qui serait celle qui existe aujourd'hui, et une partie premium qui rajouterait des fonctions si on paye pour ces fonctions. Alors on ne sait pas du tout de quoi il s'agirait, quel type de fonction serait ajouté, combien ça coûterait, etc. On sait rien du tout, mais il y a beaucoup de gens qui se sont demandé est-ce que pour tant d'euros par mois, vous seriez prêt à payer si ça vous donne la possibilité d'avoir plus de followers, et évidemment pour des gens qui ont une activité un petit peu professionnelle sur Twitter, pour des sociétés ou pour ce genre de choses, s'il peut avoir une présentation, une petite mise en avant sur le site de Twitter par exemple, ça peut forcément les intéresser. Donc il est possible qu'ils se dirigent dans cette direction, mais on n'a pas encore de détails du tout. Ni des fonctionnalités ni des fonctionnalités, ni de rien. On sait pas. Et à vrai dire, sur même Twitter, c'est super vide. Il y a vraiment rien. Au niveau des fonctionnalités, c'est ça qui en fait la force, quoi. Ouais, donc, ouais.
Il y a des gens qui disaient effectivement, Seredwin dans la chatroom parle de remonter la limite du nombre de caractères. Je ne sais pas s'il plaisante ou pas, mais c'est une vraie piste qui est explorée. Par exemple, le fait de se dire, si tu payes 1, 2, 3, 4, 5 euros par mois, monter ta limite de caractères de 140 à 160, 180, 300 par exemple, de manière à ce que tes messages ressortent un petit peu plus que les autres. Non, c'est pas une plaisanterie. Je vois les gens de la chatroom, non évidemment c'est pas de 140 à 145, mais imagine de passer de 140 à 300 par exemple, tes messages ressortent plus que ceux des autres, donc peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par l'idée de payer pour ça. Donc voilà, ça serait l'une des pistes qui serait explorée. Autre news Twitter, c'est la croissance annuelle du site qui est, tenez-vous bien, de février 2008 à février 2009 de 1382%. Il n'a pas encore été traduit. Il a pas, et c'est toujours surtout aux États-Unis. Donc, si vous doutiez encore que la Twitter était en train d'exploser, là c'est la preuve, la plus grande preuve qui soit. D'ailleurs, je regardais un épisode du Buzz, qui est une émission de LCI, qui est disponible en podcast. D'ailleurs, une émission du Buzz où il disait que Britney Spears, par exemple, était deuxième derrière Barack Obama avec 400 000 followers sur Twitter. Et ben maintenant je vais y aller, à peu près 400 ou 450 000 de personnes sur Twitter. Pardon, je vais voir aujourd'hui où elle en est. Sur le site wefollow.com, qui est il n'y a pas beaucoup de grandes personnalités françaises qui sont non, très peu. Mais tiens, attends, alors je vous donne tout de suite, il y a moins d'une semaine, ils étaient il y a quelques jours, ils étaient à 450 000. Aujourd'hui, Britney Spears est à 632 000. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la progression, c'est hallucinant. Enfin, Twitter, c'est... Bon, voilà. Et dans le même type d'idée de croissance, Facebook continue à prendre de l'avance sur MySpace. Bon, ça on s'en doutait parce que MySpace est un petit peu sur la piste descendante. Un autre truc qui était marrant sur Twitter, c'est que il y a eu un problème avec un procès aux États-Unis parce qu'il y avait l'un des jurés qui a envoyé un message sur Twitter à propos d'un jugement qu'ils avaient fait au moment où ils avaient rendu leur jugement, mais le jugement n'avait pas été annoncé par le juge. Donc, entre ces deux moments, il a envoyé un message sur Twitter et il y a des chances, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais ça a été possiblement un mistrial, donc un procès qui a été annulé à cause de ça. Donc bon, il faut dire qu'il est un petit peu... Il faut vraiment le faire, ça. Franchement. C'est sûr, mais bon, ça envahit vraiment la vie de tous les jours et on entend de plus en plus d'histoires comme ça, de gens qui savent pas comment bien l'utiliser et qui posent des problèmes de ce type-là. Et la dernière histoire Twitter qu'on a aujourd'hui, c'est certaines écoles en Grande-Bretagne qui risquent d'enseigner Internet et les médias sociaux en général, donc Twitter et Facebook, à l'école. C'est bien. Et ça, franchement, ça peut être considéré comme une... Oh là, j'ai encore un écho, je sais pas ce qui se passe. Ça peut être considéré comme un petit peu ridicule d'apprendre Facebook à l'école, à première vue, mais je pense que c'est une excellente idée, quoi. Apprendre à se servir... Ouais. C'est vraiment important de savoir utiliser les outils qu'offre Internet, que ce soit Twitter, Facebook, Wikipédia, Google. Savoir comment bien utiliser Google, c'est pas si facile que ça. Google Docs, etc. Surtout Google, ça peut servir à 40 000 autres choses. Rien que comme calculatrice, Google, c'est génial. Voilà, un truc tout bête. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous saviez que vous pouvez par exemple avoir un convertisseur entre les différentes mesures directement dans Google? Ouais, vous pouvez avoir des définitions de mots. Par exemple, vous ne savez pas ce que veut dire hunch, hein, on revient à ce dont on parlait à l'instant. Vous dites define hunch sur Google. Alors je vais le tester quand même avant que... Voilà, define hunch, et ça vous dit web definitions for hunch, et ça te dit ce que c'est. D'ailleurs, je me demande si Magico n'avait pas utilisé... Ah non, il avait utilisé la traduction. Mais voilà. Donc, il y a plein de fonctions comme ça dont les gens ne se servent pas. Et l'idée, à vrai dire, moi, j'irais plus loin que ça. Je dirais, de la même manière qu'il y a un permis de conduire, il faudrait un permis d'ordinateurer. Permis d'ordinateur, parce que les gens qui ne savent pas bien servir de l'ordinateur... J'étais chez mes parents, je vous raconte ma vie, hein. J'étais chez mes parents ce week-end,
et je vais sur l'ordinateur et là ma mère me dit oui, il y a ta tante qui avait mis des photos là sur le truc et elles ont été effacées. Alors on a paniqué, on a regardé dans la corbeille qui était vidée tout le temps, il y avait plus rien, on savait plus où elles étaient. En fait, elle les avait déplacées, elle s'en souvenait plus. Et elle disait mais je ne sais pas où elles sont, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et enfin les gens, j'adore ma tante, hein, c'est pas la question, mais mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment comment fonctionne l'ordinateur. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup. Bon, ça sous Mac, si t'avais eu ce problème, t'aurais lancé Time Machine et ça aurait été réglé en 2 clics. Mais tu ne pouvais pas t'en empêcher. Pas sur l'occasion était trop bonne. Non, mais c'est vrai que c'est comme la voiture ou plein d'autres choses. Même si on n'aime pas l'informatique ou c'est pas notre tasse de thé, c'est quand même un truc auquel on est en face quasiment tout le temps, partout. Ouais. Et comme c'est quelque chose qui est au centre de notre vie, qu'on le veuille ou non, faut quand même, c'est super bien qu'il y ait une éducation ou un programme sur l'informatique qui t'apprenne les bases ou la logique ou qui te forme au moins à la base. Et je trouve ça vraiment aussi super. Ne serait-ce que qu'est-ce que c'est qu'un disque dur, qu'est-ce que c'est que le processeur, comment ça marche quand tu mets ton fichier quelque part. Enfin bon. Je pense que ça n'arrivera pas de sitôt quand même. En France, non. Je pense pas. Parce que déjà, les profs eux-mêmes ne savent pas utiliser l'outil généralement. Donc, on passe à notre section. Bon, là, c'est tout pour les vraies news. Là, on va passer aux trucs sur lesquels qu'on survole rapidement. Notre section « On s'en fout, rumeurs à la con ». Donc les rumeurs et les trucs qui sont pas super importants mais qu'on veut quand même signaler. Google a offert 500 000 livres électroniques au Sony eBook Reader. Donc on sait qu'ils ont scanné des centaines de milliers de livres depuis des années chez Google. Et là, on parle souvent du Kindle. Et ben là, ça nous donne l'occasion du Kindle d'Amazon. Et ben là, ça nous donne l'occasion de parler du eBook Reader de Sony, le livre électronique de Sony. Ces 500 000 livres sont disponibles gratuitement sur le e-book reader de Sony. Il faut préciser que ce sont surtout en majeure partie des livres qui ne sont plus couverts par les... Pardon ? Copyrighté, pardon, oui, c'était ça. Voilà, qui sont plus couverts par le copyright, donc surtout des livres d'avant 1923, des trucs du domaine public, des trucs en libre... Dans Creative Commons. Oui, mais tu sais, les Creative Commons qui permettent de publier quelque chose sous certaines conditions, mais gratuitement. Enfin bref, c'est principal. Vous n'allez pas trouver le dernier Stephen King ou Michael Crichton dans ces livres-là, mais quand même, il y a des grands classiques. C'est génial, 500 000 livres, même s'il y en a que 1% qui peuvent m'intéresser, c'est déjà énorme. Ça te fait de quoi lire, c'est vrai. Exactement. Ouais. Une nouvelle fonction de Google Docs qui vous permet d'insérer un dessin dans un document Google. Alors ça, c'est hallucinant. En fait, quand j'ai lu le programme je crois il y a une semaine, quand tu l'as transmis, j'ai essayé la fonctionnalité et je me suis tapé une page blanche. Ça marchait pas. Alors, j'ai réessayé 2 jours après. Et en fait là, j'ai essayé juste avant de démarrer l'enregistrement, mais c'est hallucinant. Ça permet en fait, c'est pas juste des dessins, mais ça vous permet d'insérer des petits graphiques, des petits. En fait, c'est quasiment enfin pas tout, mais c'est tous les logos, les traits, les lignes. C'est un genre de word art, mais à l'intérieur de Google Documents, c'est-à-dire on dessine en vectoriel à l'intérieur. Enfin, c'est génial. Depuis le navigateur, c'est assez sympa. Et je sens qu'il y a Yann qui grince des dents encore parce qu'on parle de léger. Ce qui est bien, c'est que c'est super propre. Je veux dire, le truc que tu dessines, je sais pas, tu fais un cube ou une banderole ou une flèche, un diagramme dans Google Documents, il est plus propre que dans OpenOffice. En même temps que dans OpenOffice, c'est pas dur. Il y a une autre fonction qui a été ajoutée à un service Google, c'est Google Mail, donc Gmail, qui a ajouté la fonction de undo sur les mails, c'est-à-dire sur les mails que vous avez envoyés. Si vous envoyez un email et que vous paniquez, vous dites merde, je devais pas l'envoyer, vous avez 5 secondes pour annuler l'envoi en fait. Et là, donc c'est pas un vrai undo. Ouais, moi je suis fan aussi. C'est pas un vrai undo, c'est juste qu'ils retiennent, ils gardent votre email pendant 5 secondes et pendant ces 5 secondes vous pouvez annuler l'envoi. C'est pas qu'ils vont aller le chercher dans la boîte mail de votre correspondant, mais simplement ils vous permettent de 5 secondes de réflexion supplémentaire. Vous allez dans la partie Labs et vous ajoutez cette fonction, ça marche très très bien.
Et ça me permet également de mettre l'accent effectivement sur ce que je disais à l'instant, c'est que l'avantage d'avoir ce type de service, de logiciel sur le web, c'est que la fonction est mise à jour sans que vous n'ayez rien à faire et vous en profitez immédiatement sans avoir aucune mise à jour ou installation ou quoi que ce soit à faire. C'est un message subliminal pour Yann, ça. On revient en fait à ce qu'on disait sur OnLive, tout à fait, oui. Bon, mais c'est vrai que c'est génial parce qu'en plus dans Gmail ça m'arrive assez souvent de taper puis tout d'un coup le mail s'envoie. Peut-être je tape trop vite. Et c'est vrai que la fonction undo, envoyer le mail, elle est super, elle est géniale, elle est super pratique. Ouais. Tout à fait, ouais. Dernière petite info qu'on va traiter, avant-dernière, l'App Store va arriver. Il y a un App Store qui va être créé sur BlackBerry. C'est juste l'occasion de signaler que depuis que Apple a créé l'App Store pour vendre des applications pour son iPhone, tout le monde s'y est mis. Android de Google, Windows Mobile de Microsoft, Nokia va en faire un pour ses téléphones, BlackBerry en fait un aussi. Maintenant, ils ont annoncé ça. Ils ont tous des modèles de prix et de modèles de distribution et de distribution un petit peu différents. Mais en gros, voilà, tout le monde s'y met, quoi. C'est pas surprenant, mais le truc c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire parce que et ils n'ont pas le choix. Et puis pratique, comment dire. Le souci qu'ils vont avoir, c'est que ça risque de faire un peu peau de chagrin, quoi, quand ça va être fait, parce que ça va être fait à la va-vite comme d'hab. Et la plupart, mis à part Nokia, n'ont pas en fait les mêmes outils qu'à Apple quand ils ont mis à disposition. C'est-à-dire Apple, quand ils ont mis à disposition l'iPhone, ils ont mis à disposition un outil de développement, ils ont mis à disposition une plateforme qui est l'iTunes, qui est installée sur des millions d'ordinateurs. Je veux dire, l'App Store de BlackBerry, les outils de développement de BlackBerry, il n'y a pas d'iTunes ou de BlackBerry Store installé sur des millions d'ordi. C'est vrai que non, mais disons, on peut s'imaginer que sur le BlackBerry, tu pourras acheter directement de ton téléphone. Ouais. C'est sans doute comme ça que ça va se passer. Mais c'est une bonne chose. Oui, non, c'est sûr. C'est plus qu'une bonne chose. Ça les force à l'innovation, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est qu'on se dit, oui, voilà, ils vont copier Apple. C'est vrai, c'est évident. Mais tant mieux. Et ils n'ont pas le choix. Je veux dire, c'est obligatoire qu'ils fassent ça maintenant. Autre petite news en passant, IBM va possiblement racheter Sun. Ça c'est pour les professionnels de l'industrie que ça va être intéressant. IBM rachèterait Sun, ça leur permettrait d'avoir un gros pied dans le marché des serveurs, enfin encore plus gros qu'aujourd'hui, et dans le cloud computing. Je sais pas, IBM a un petit peu changé depuis quelques années, depuis ils font plus de PC, ils sont très sérieux maintenant. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont très sérieux, mais c'est que IBM, quand ils rachètent une société, quand ils rachètent une société ou des technologies, elles sont rarement ils remettent généralement pas une deuxième vie dans le truc. C'est ça le souci. Donc là, Sun est un vrai acteur du marché, donc ils auraient intérêt à les garder en vie et à utiliser leur technologie. Exactement, c'est vrai que IBM, quand il rachète Sun, il rachète Java déjà. Et ils rachètent aussi OpenOffice, et comme on sait qu'ils veulent absolument revenir sur le marché des suites Office, etc. Ils ont même lancé Symfony. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester. Non, pas du tout. C'est en gros, ça fait plusieurs, je crois 1 an ou 1 an et demi ou un peu plus, que IBM a mis 50 ingénieurs à plein temps sur une version d'OpenOffice modifiée qui s'appelle IBM Symfony, qui est gratuite, tu peux la télécharger. Et en fait, quand tu la lances, déjà si tu tapes IBM Symfony sur Google Images, tu vas voir que ça ressemble absolument pas à OpenOffice. Mais c'est en mieux ou en moins bien ? C'est superbe, c'est beaucoup mieux. Tape une fois IBM Symfony. Alors Symfony, c'est SYMFONY. Oui, faut pas l'écrire à la française. Symphonie. Ah oui, d'accord. Oui. Et c'est c'est basé sur OpenOffice 1 pour le moment, mais on sent qu'ils veulent revenir à fond sur tout ce qui est traitement de texte, etc. Donc en fait, on sait pas trop où ils veulent aller. On a l'ancienne IBM, effectivement, qui quand ils rachètent une technologie, elle vit parce qu'il y a IBM derrière, mais elle est pas. Enfin voilà, elle est pas. Ils continuent pas à la développer, quoi. Ils continuent à la développer, mais dans leur aspect ultra gros. Enfin,
pas comme il faudrait, en la mettant vraiment hyper à jour, etc. Ouais, elle est perdue dans le Voilà. Ouais, elle est perdue dans toutes les technologies d'IBM. Je dirais, ils vont pas prendre une technologie comme Google ou comme Apple et puis sortir un méga produit au bout de 6 mois ou un an. Mais c'est vrai que donc s'ils rachètent Sun, ils rachètent Java, ils rachètent OpenOffice, ils rachètent aussi MySQL, qui est la base de données la plus utilisée dans le monde. Donc ils ont une belle carte à jouer. Mais après, c'est vrai. Voilà, c'est soit. Faut voir ce qu'ils en feront. Et puis il faut voir si ça va se passer, parce que c'est encore une rumeur aujourd'hui. Hein. C'est une rumeur persistance, mais une rumeur tout de même. Ouais, parce qu'il y a d'autres rumeurs aussi. IBM devait racheter un géant de l'informatique en Inde qui est en faillite. Donc il y a pas mal de rumeurs au niveau d'IBM. Donc à voir. Dernière petite info sur laquelle je vais passer en 2 secondes, l'histoire selon laquelle Apple demandait aux développeurs de rembourser 100% des applications, enfin 100% du prix d'une application en cas de plainte, alors que les développeurs ne touchent que 70% du prix. Ça a provoqué beaucoup de bruit sur le net pendant quelques jours. Et puis il se trouve que finalement c'est dans des cas très très particuliers, c'est très précis et c'est pas évident de demander le remboursement d'une application. Donc finalement c'est un petit peu un pétard mouillé, quoi. C'est comme l'histoire de la puce de l'iPod Shuffle. Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça. Ça a fait beaucoup de bruit tout de suite, et puis finalement, bon. Finalement, c'est totalement. Voilà. Et j'ai été le premier à gueuler, et puis en fait, bon, je devrais peut-être attendre quelques jours avant de m'énerver. Et voilà pour nos infos. On va passer à notre conclusion et notre conseil logiciel. Le logiciel qu'on vous recommande dans chaque épisode, un petit logiciel gratuit et sympathique, ou pas très cher et sympathique. Moi, le logiciel que je vous recommande aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle FastFox, comme un renard rapide. Et c'est une version PC d'un logiciel qui existe sur Mac depuis longtemps, qui s'appelle TextExpander. Tu connais ce logiciel, Mathieu ? Toi qui es un pro du Mac ? TextExpander, non. Et j'avais regardé. Mais j'étais malade. Bah en fait, d'accord, ouais, donc tu te rappelles pas, c'est perdu dans un brouillard de fièvre et de délire. Oui, TextExpander, oui, voilà, c'est bon, oui, je l'ai dans les yeux. En fait, FastFox, c'est un logiciel qui vous permet, en tapant quelques lettres, de transformer en tapant quelques lettres dans un traitement de texte ou dans le web, dans un email ou un truc comme ça. Vous tapez quelques lettres et ça transforme ces quelques lettres en un texte complet comme vous l'avez décidé. En fait, on crée des raccourcis clavier. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un texte que vous écrivez super souvent, plutôt que de le garder dans un document texte quelque part, de faire un copier-coller à chaque fois, vous écrivez, par exemple, vous décidez, quand j'écris BJR, espace, eh ben, ça écrit « Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis Patrick Béja et je suis quelqu'un de vraiment super super sympa. » Donc, c'est quelque chose que tu écris souvent en plus. Mais très souvent, moi, il faut que j'explique aux gens que je suis sympa parce qu'ils ne me croient pas quand ils me voient. Donc, tu vois, j'écris mon email sous Gmail, j'écris BJR espace, ça me met tout le texte directement. Et ça, je n'ai pas besoin de le taper. On peut utiliser ça pour avoir différentes signatures en fonction des gens à qui vous les envoyez, enfin, ça sert peut-être pas pour les gens au quotidien dans leur vie personnelle. Par contre, au niveau professionnel ça peut être super utile, quoi. Mais maintenant, je me rappelle en fait il y a quelques années quand même, on avait développé des macros Excel ou des macros dans Word 97 qui était une passoire au niveau technologie. Puis effectivement, dans les écoles, dans les PC de l'école, effectivement, quand tu tapais certaines lettres, ça te mettait des mots ou des phrases entières, ce qui fait que quand les gens y tapaient. Donc c'est un truc qui existe depuis vachement longtemps, sauf que là, le concept a été un peu amélioré. Bah effectivement, oui, là c'est utile et c'est vachement bien parce que j'ai vu que par exemple TextExpander, maintenant que je m'en rappelle, que les souvenirs sont revenus, on peut même rajouter des images ou comme une signature, on peut rajouter non seulement du texte mais aussi des images. Donc oui, effectivement, c'est génial. Tout à fait, ouais. Et c'est le cas pour FastFox aussi. Donc je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Et notre deuxième recommandation, c'est le site fantastique.
Notre site fantastique de cet épisode, il s'appelle BuzzFeed, BuzzFeed. C'est un site en fait où il y a des trucs marrants sur Internet, des vidéos, des articles, des images, des trucs comme ça. C'est un petit peu sur le principe de dig.com, pour ceux qui connaissent, mais c'est beaucoup plus contrôlé, c'est-à-dire que c'est pas entièrement géré par les utilisateurs et par leur vote, mais c'est un petit peu, y a un petit peu d'éditorial là-dedans, donc les gens choisissent ce qui arrive sur la page principale. Et donc forcément, la qualité de ce qu'il y a là-bas est un petit peu plus élevée, et donc on trouve quasiment que des articles marrants, intéressants et sympas, et on peut voter dessus, pas seulement en disant si on aime ou on n'aime pas, mais aussi en disant ça c'est mignon, ça c'est n'importe quoi, ça c'est marrant, etc. Et donc ça fait des catégories comme ça qui fonctionnent super bien. Donc je vous recommande BuzzFeed, c'est super marrant. Si vous voulez perdre un petit peu de temps dans votre journée de travail, vous la commencez avec BuzzFeed, vous verrez, vous arriverez à la pause café sans même vous en être aperçu. Et voilà, ça va être tout pour les infos. Avant de se quitter, je vais parler quand même de iTunes, puisque en plus je suis avec Mathieu qui adore iTunes, il ne me contredira pas. iTunes est l'un des moyens de promouvoir le podcast les plus utiles. Et on était à 19 avis la dernière fois, au dernier épisode. On est déjà monté à 35 avis, donc 35 reviews. C'est vraiment merci à tous ceux qui sont allés sur iTunes pour nous laisser une petite review. C'est super sympa de votre part. Et je vais en lire une, tiens d'ailleurs, qui m'a paru appropriée. C'est Fab Noll qui dit bravo à toute l'équipe de LRDV. Et je la lis pas simplement parce qu'il nous dit bravo, mais vous allez comprendre. Bravo à toute l'équipe de LRDV d'avoir su trouver un bon compromis entre les analyses de fond et l'approche accessible du monde high-tech. De plus, l'ambiance y est très sympathique. Bonne continuation. Merci Fab Noll, parce que c'est vrai qu'on essaye vraiment consciemment de garder cet équilibre entre les informations pertinentes et le fait de rester accessible à tout le monde. Donc voilà, si toi tu trouves qu'on y arrive, ça veut dire qu'a priori ça marche pour au moins certaines personnes. Donc c'est très gentil de ta part, et puis comme c'est ce qu'on essaye de faire, je suis heureux de voir que ça fonctionne. Donc voilà, si vous voulez aller nous laisser un petit commentaire sur iTunes, n'hésitez pas, vous trouvez la page du Rendez-vous Tech. Et visiblement, on peut même voter sans laisser de commentaires. C'est-à-dire, en fait, là, sur les Rendez-vous Tech, il y a 43 évéluations. Ouais, il y a 36 et 5 étoiles. C'est franchement bien. Oui, visiblement, les gens nous aiment bien. Je suis très fier que les gens nous fassent autant confiance. Il y en a qu'un seul qui est jaloux, visiblement. Non, il y a une personne. Ah, mais si vous voulez dire des choses négatives, bien sûr, allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si vous voulez dire des choses négatives, vous pouvez le faire également sur le site, sur lrdv.fr, comme d'habitude, qui vous emmènera vers la page French Spin, qui est le site où je réunis un petit peu tout ce que je fais. Donc lrdv.fr ou frenchspin.com, vous y allez et puis vous laissez des commentaires sur cet épisode ou sur les autres. Si vous voulez faire des remarques ou des critiques, vous pouvez le faire aussi. Il y a également le mail qui est tech@frenchspin.com pour nous envoyer un petit message. Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié d'en parler au début, mais les gens qui ont demandé une invitation pour Spotify les ont reçus, bien sûr. J'ai pas pu en envoyer à tout le monde. Il y a eu pas mal de gens qui nous en ont demandé. Donc je suis désolé de pas avoir pu faire plaisir à tout le monde, mais bon, malheureusement, j'en avais pas des tonnes et des tonnes. Mais en tout cas, il y a quelques personnes qui ont pu en profiter et visiblement certains ont beaucoup aimé. Donc voilà, merci à ceux qui ont participé à la petite demande. Vous trouverez là-bas également mon adresse Twitter. Vous pouvez aller me suivre et comme on le disait la dernière fois, Twitter c'est en train d'arriver, donc n'hésitez pas à aller réserver votre nom, ne serait-ce que ça, parce que ensuite ça va devenir comme les sites internet et comme les adresses email et tout ça. Vous pourrez plus trouver le nom que vous voulez, que ce soit votre vrai nom ou votre pseudo. Donc allez-y sur twitter.com, créez votre compte, même si vous le laissez endormi, et vous suivez Note Patrick, bien sûr, c'est moi sur Twitter, et vous suivez également Yann Allais, Jeff et Mathieu Blanco, n'est-ce pas ?
puisque Merci. maintenant tu es dessus. Même si je suis discret. Et Corben, évidemment, on va pas oublier Corben, Corben. hein, même s'il est pas là aujourd'hui. Et voilà, ça va être à peu près tout pour moi. Je vais quand même laisser à Mathieu l'occasion de nous parler un petit peu de ce qu'il fait sur Internet, même si on l'a déjà évoqué. Où est-ce que les gens peuvent avoir de tes nouvelles sur le net ? Normalement, si tout se passe bien, dimanche soir à 19h30 sur macjt.fr. Macjt donc en un seul mot. Et donc là, ce sera un épisode spécial de 3 semaines de news, que ce soit Apple ou de la technologie en général, où on va faire un joli condensé de ce qui s'est passé durant ces 3 semaines où je n'ai pu exercer ma fonction. Donc voilà. D'accord, super. Et écoute, merci beaucoup Mathieu. Bon courage. Remets-toi bien pendant ces prochains jours. Et puis on attendra le rendez-vous de MacJT dimanche à 19h30, évidemment. Je vais remercier également la chatroom. Merci à tous d'être venus. C'était vraiment sympathique de vous avoir et d'entendre vos remarques toujours pertinentes. En temps réel, c'est vraiment génial. C'est sympa. Ouais. J'invite les gens qui écoutent ça dans iTunes, s'ils peuvent se réserver le lundi dans 15 jours vers 22h, ils viennent dans la chatroom. C'est vraiment le fait de voir la webcam et en même temps de pouvoir réagir à côté en direct, c'est génial. C'est fort sympathique. Et écoutez, voilà, vous serez avec nous la prochaine fois peut-être. Et sinon, on vous dit rendez-vous dans le prochain podcast qui sera dans 15 jours évidemment. Merci à tous, merci à la chatroom, merci Mathieu, à la prochaine. À très bientôt. Ciao.